Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça va, vous êtes bien installés, tout va bien? Vous aussi, ça va? Bien. Alors, bon. Vous allez assister à l'histoire de Louis. Hein, comme on dit chez nous, on va vous raconter le conte. Ok. Bon, enfin, si on fait les contes, ce serait plutôt les contes. Ouais. Dans cette affaire de choix, les auteurs eux-mêmes n'ont pas su choisir. Et c'est vous qui allez décider de la destinée de notre héros. Oui. À un moment du spectacle, une personne choisie au hasard sera celle qui fera basculer la vie de Louis. Ouais. Quand viendra le temps du choix, soyez prêts, vous devrez énoncer clairement votre décision. Il y aura 3 histoires choisies sur 5. Ouais. Bien, vous avez compris tout ça? C'est bien clair? Parfait. Puisque tout est compris, tout de suite, voici l'histoire. Il était une fois... Hey, les gars, oh. Je vais pas vous jeter la pierre, mais il y a un loup, là, non? Non. Et si on jouait pour notre compte, plutôt? Je m'appelle Louis. Mes parents m'ont appelé ainsi pour que ma vie ait un sens. Enfin, au moins un des 5. Mais ma vie à moi, elle est partie dans tous les sens, même les interdits. Et puisqu'il nous en reste un peu pour faire la route dans l'autre sens, laissez-moi vous conter ce jour où tout a basculé. J'ai 12 ans. L'âge où mon cœur prétend à tort que j'ai celui de la raison. J'ai 12 ans et mon père me confie une mission de la plus haute importance. Allez, validez le ticket de l'auto familial et hebdomadaire, seul comme un grand. Ouais, c'est à moi que revient cette lourde tâche. Hashtag fierté. Fier et invincible, je franchis la porte comme on quitte un port. Je franchis la porte en serrant une poignée de francs. Et dehors, la ville est immense et chatouille le ciel à en faire pleurer de rire les nuages. Mes souliers, le trottoir pavé de bonnes intentions guide mes pas au travers du chant des sirènes, du bruit des pots qui effleurent le bitume et crachent un peu d'essence brûlée. Ça fait la queue et ça s'entête, ça klaxonne à tue-tête, ça crisse toutes les gammes de la gomme. Bref, c'est la ville qui viscérale. Mais, à demi-chemin de mon quartier, où coulent et se mêlent des effluves musicales du monde entier, où les oiseaux perchés sur des fils électriques ressemblent à des notes griffonnées sur des portées de musique, où ça sent l'épice dans les coins,
le poulet du dimanche, mais chaque jour de la semaine, où chaque boutique crache une mélodie. Dans celle-ci, l'Afrique se déchaîne. Dans une autre, l'Asie coule à mes oreilles. Plus loin, l'Amérique badine quand l'Europe enrôle. J'avance d'un bon rythme. Mais à contre-temps, mes yeux, couleur bitume butère, sur la vitrine du magasin de disques. C'est lors de mon passage à son niveau que la porte s'entr'ouvre, laissant échapper quelques notes qui roulèrent jusqu'à mes oreilles. Me voilà comme aspiré dans ce palais aux mille et une saveurs musicales. Et si j'entrais ? Le magasin a du style, tous les styles, de toutes les couleurs, de tous les pays, de tous les genres. Et malgré toutes les notes qui abreuvent ces sillons, ce petit monde semble tourner bien rond. Et si je choisis ce disque de musique indienne, ou ce disque de musique cubaine, ou ce disque de jazz, ou ce disque de musique tzigane, ou encore celui-là de musique irlandaise. Et si... Habana Libre. Simonales y su grupo. J'ai choisi. Je sors avec mon disque de musique cubaine. Dehors, tout semble déjà plus coloré. Là-bas, une beauté bohème agite ses fichus, mais je m'en fiche. Je passe le pont du canal, où 3 brigands pêchent des choses pas très catholiques à l'ombre des barres d'immeubles et d'un bar irlandais. Mais je ne pense qu'à la Havane et à cette buique bleue qui orne la pochette. En déroute, je dévie. Je m'égare dans les parkings. Je change de route, de détour en contour, de ruelle pavée en chemin de traverse. Ma pensée vagabonde tout autant que moi. Quand, soudain, le bruit de ma ville est fendu par un crissement de pneus et 2 explosions sourdes qui pourraient bien être des coups de feu. Un homme surgit de la rue en se tenant les côtes. Il s'effondre à mes pieds, s'accrochant au bas de mon pantalon. Me voilà nez à nez avec un homme qui aura bientôt besoin de bouche à bouche. Cintré dans un costume à la blancheur maculée de sang, on dirait un ange blessé dont l'hémoglobine forme une auréole. Mais parce qu'il le vaut bien, je me penche vers lui. À cet endroit, et toujours accroché à mes revers, il pointe de son doigt tremblant la pochette de mon disque et prétend reconnaître le signe qu'il espérait. À travers la douleur crispante, il arrive à sourire. Cette pochette est l'assurance pour lui que je suis moi, Louis, le messager qu'il attendait.
C'est que le Sud-Américain qui gît là sur le pavé de ma ville est un opposant au régime cubain qui vient de prendre une balle tragique. Malgré la balle, il bredouille. Je m'appelle Juan. Prends cette enveloppe. Elle contient la preuve de mon innocence et surtout de l'innocence de mon frère, Carlos. Retiens bien ce nom, Carlos. Ils l'ont eu. Fais vite. Son exécution est prévue pour bientôt. Très bientôt. À la Havane, compañero. À la Havane. Je compte sur toi. Tu es mon seul espoir pour sauver la vie de mon frère Carlos. Hasta la libertad. Dans un dernier souffle, il me lance un sourire, comme une promesse basse de sauver la vie de son frère. J'entends la voiture, les crissements de pneus de la voiture de ses assaillants qui revient. Juan ferme les yeux. Je m'enfuis. Adossé à ce club de jazz, je reprends mon souffle. Une fois caché, je me demande si je ne suis pas un peu timbré, mais j'ouvre l'enveloppe. Elle contient 2 photos, une lettre et un rendez-vous pour un vol vers la Havane. Et si... Ouais mais non. Si je n'y vais pas, Carlos, le frère de Juan, sera exécuté sans autre forme de procès. Je suis leur seul espoir. Et si... Sur le tarmac de ce petit aérodrome clandestin, la lettre et le vinyle en suffit à faire de moi le messager officiel. Me voilà envoyé en l'air dans un vieux coucou russe, presque fossile. Je suis marteau, mais en m'accrochant à ma bonne étoile, je vole bien haut vers Cuba. Pour un baptême de l'air, j'avais rêvé plus silencieux. L'oiseau de fer fend les airs péniblement, dans un vrombissement à faire peur au tonnerre. Le froid s'engouffre par tous les interstices, et la carlingue semble atteinte d'une Parkinson sévère. Dans le ventre sombre du monstre de métal, je m'accroche à ce que je trouve. Je ravale ma peur, et je compte les heures. Le phénix finit par se poser sur un aéroport de la baie des Cochons, où les forces armées révolutionnaires cubaines nous codent, nous cueillent. Pas de peau, c'est le bouquet. Il s'empare de l'enveloppe et nous emmène à l'opposé dans une prison pour opposants. De révolution en révolution, nous ne savons plus qui trahit qui. Mais une chose est sûre, nous étions attendus, et l'accueil du bras armé n'était pas à bras ouverts. Me voilà dans une vie quadrillée. L'impression de vivre dans une grille de mots croisés. Partout où mon regard se pose, des barreaux. Et même si nous sommes proches de la Havane, ils ne sont pas de chaises et encore moins avocats. L'air est moite. Les murs sont maculés de graffitis. Le confort est faible. Dans ma cellule grise, le temps passe lentement, lentement, lentement. Comme si, désormais, derrière les lignes d'acier, ma vie était ma vie était ma vie était rayée.
S'il y a une chose que l'on peut enfermer, c'est la musique. Voilà comment on s'évade, avec pour seul instrument les barreaux, bourreaux qui nous confinent et qui deviennent aussi ceux qui nous libèrent. Quand nous nous mettons à jouer, l'acier disparaît, les murs reculent, l'horizon reprend sa place. Nous nous envolons jusqu'aux étoiles pour revoir Cuba d'en haut. Ce que j'ignorais, c'est que l'enveloppe que je pensais envoler comme des paroles en l'air ne l'était pas, car les écrits restent. Et pendant que nous faisions résonner à en perdre la raison les barreaux de nos cellules, la lettre que je pensais perdue passait hier de main en main, de pot de vin en dessous de table, d'hésitation en acte de courage, jusqu'à finir sur le bureau d'un juge qui d'un coup de marteau décidait du clou du spectacle, innocente in extremis Carlos. Et quelle est la première chose que décide de faire Carlos en sortant de sa prison à lui? C'est de réunir quelques camarades pour aller sauver la vie de ce blanc-bec qui lui-même lui a sauvé la vie et qu'ici on appelle Luis. Dans une buick bleue, semblable à celle de ma pochette de disque, il m'emmène dans la banlieue de la Havane pour une fête où la musique, le flot des paroles et le rhum coulent à flot. Alors que le soleil se lève sur la Havane, révélant toutes les couleurs pastel de la ville, Carlos et moi, Luis, assis sur le capot de cette vieille buick bleue, regardons les Caraïbes s'éveiller dans une odeur de rosée et de vieux cigares de ville. Dans une volute finale, Carlos attrape la vieille pochette de disque, pose sa main sur mon épaule et me murmure: Imagine si tu n'avais pas choisi ce disque. Et si je choisis ce disque, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, vous pouvez les prendre en main. Il y a un bébé qui dort. Tzigani Utadzas. Tzigani Utadzas, traditional songs from Eastern Europe. Me voilà sur cette voie-là, tenant fermement devant les yeux le carré de carton, sans voir le chemin que j'arpente comme on tient un texte haut. J'avance dans ma ville, sans voir les néons fatigués de ce club de jazz, ni ces trois voyous qui disparaissent dans une impasse. Je ne vois rien d'autre qu'elle, ma bohème. Sur mon vinyle,
Ce n'est pas une blonde platine, ça non. Et plus j'avance, plus il me semble l'entendre. D'un geste lent, je fais disparaître le disque de mon champ de vision. Mais comme une persistance rétinienne, je la vois là, ma bohème, belle comme une pochette de disque. Je la vois, je l'avoue, comme je vous vois, tutoyant les étoiles, dansante et tournoyante sur le trottoir en face de moi. Quand l'aubade pour les badauds s'éteint, elle salue, s'incline et ramasse le chapeau qui contient quelques francs avant de se retirer. Et si je suivais cette chevelure brune, signe de mon émoi qui s'éloigne de moi, elle et ses compagnons de route? Mes jambes ont répondu à ma place, et me voilà dans la leur. Oui, je suis au cœur d'un camp de gitans posés vaguement sur un terrain. Les odeurs de feu me brûlent les narines. Sur un fil, des étoiles défient et holent, et les couleurs claquent au vent. Entre les caravanes, ce petit monde en éternelle errance va et vient entre les siens. Quand soudain, attroupement, colère, cris, poussière. Des habitants des alentours viennent presser les tziganes qui ont chanté tout l'été de bien vouloir aller danser ailleurs maintenant. Les langues se délient et les gitans doivent quitter les lieux sans délai. Sans prendre le temps d'entrer dans le round, me voici pris dans le chaos, c'est la cohue, les caravanes s'arrachent une à une du terrain et dans la pagaille et la tourmente, deux gros bras tatoués me soulèvent de terre et me jettent dans une de ces maisons roulantes. Ma tête cogne quelque chose. Bercé par le mouvement lancinant du voyage, je m'endors aussitôt. J'ouvre des yeux vides au milieu d'une plaine où vient de naître un éphémère village. Soulevé par les maisons roulantes, la terre, encore en suspension dans l'air comme des poings, peine à retrouver sa place. On respire à nouveau, et l'air transporte avec lui des odeurs de café corsé et de bois cramé. Le soleil encore rasant empêche l'horizon de repousser et fait danser la rosée dans les champs d'oiseaux. Dehors, la vie a repris son cours et au centre de mon attention, je revois ma bohème. Oui, ma bohème de l'Est, le cœur hagard de l'Est aussi. De
De mon point de vue, elle reste mon point de mire. Je vais vers elle tonitruant, un sourire aux lèvres, envers et contre tout, le rouge aux joues. Face à ma gitane, sans filtre elle me toise, et de son regard noir et sans un mot, se lève et s'en va. Mes espoirs partent en fumée. Me voilà seul, loin des miens, embarqué par erreur dans cette transhumance. Ouais. Voilà ce que je suis, une erreur, une méprise. Jack me pose alors sa main sans âge sur le pôle. Jack, c'est un très vieux tzigane. Sa peau est une terre aride. Quand il me sourit, c'est un séisme dermique, un choc tectonique formant sur ses joues montagnes et crevasses et qui cache une mine d'or en dedans. Il s'y connaît en méprise, Jack. Jack a tout vu. Jack a tout compris. Et alors, Jack a dit: elle s'appelle Nina. Cette fille que tu convoites ne vit que pour et par la musique. Si tu veux son cœur, il te faudra l'enchanter. Il faudra que tu dénotes. Et il faudra la faire danser. Ouvrant un écrin protégeant une clarinette, de son air malicieux, Jack ajoute: et moi, si tu veux, je t'apprends. Après des heures de labeur à expirer, à faire courir mes doigts sur le corps de l'instrument, à répéter sans cesse, je savais. Et le jour où je me suis senti prêt, je suis allé tout près de Nina pour la charmer de mon instrument. Et d'abord, méfiante, elle s'est laissée envoûter par ma musique et s'est mise à danser sur mes notes encore fébriles. Son regard, cette fois, enfoui dans le mien, tant et si bien que j'ai cru avoir le droit cette fois de lui voler un baiser. Mais elle a refusé. Tu joues comme un tzigane, mais tu n'es pas un tzigane. Tu n'as pas encore assez voyagé. Ton cœur doit encore battre la mesure sur tous les chemins du monde. Au lever du soleil, le camp repart pour de nouvelles histoires, me laissant là, dans un nuage de poussière, avec déjà l'envie que demain poussière. Jack, ce vieux Jack, dans un ultime sourire sismique, me confie une malle pour un bien et s'enfuit lui aussi. La dernière caravane passe et je reste aux abois. Pendant que son ombre disparaît au loin, j'ouvre la malle de Jack. Elle renferme sa vieille clarinette. Plutôt que de laisser échapper mes larmes, comme s'il s'agissait de mon dernier souffle, je me suis mis à jouer. Partout, sans répit, ni repos, parfois pour un repas,
jamais repu, même rompu. Je repars, de répète en reprise, on m'a repéré. Et j'ai fini. Réputé. Ouais. Des routes poussiéreuses, au restaurant du bord de route, en passant par quelques déroutes, jusqu'à repartir en tournée sur les routes et faire battre la mesure de mon cœur sur tous les chemins du monde. En quelques années, je suis devenu le plus grand clarinettiste de tous les temps. Et me voilà arpenter les plus grandes scènes musicales du monde, et sur chacune d'entre elles, quelque part où je pouvais la voir, la pochette du disque de ma bohème. Exactement comme ce soir, sur cette scène prestigieuse où je souffle à en couper celui du public. Quand arrive le moment de mon solo, une chevelure brune et un regard noir grimpent les marches qui séparent le public de la scène et me rejoint. Sans aucune hésitation, et comme si c'était écrit sur du papier à musique, je reconnais ma bohème. Elle se met à danser, elle est là, à mes côtés, c'est Nina. Entre le bruit assourdissant des mains qui s'entrechoquent, elle s'approche et me murmure une phrase à faire tomber tous les murs. Tu es un tzigane. Et puis, elle m'embrasse. Cette fois, la bohème est mienne. Et moi, pointant la pochette avec la clarinette de Jack, la pochette renfermant le précieux vinyle, de lui répondre: Imagine si je n'avais pas choisi ce disque-là. Et si je choisis ce disque, ou celui-là, ou encore celui-là? Backdoor Memories, Albert Taylor Quartet. Backdoor Memories. Aucun doute possible. L'homme, dissimulé derrière son sax, les joues gonflées de notes, entouré de volutes grises, n'est autre que Papy Joe, mon grand-père. Cette pochette est la réplique parfaite de cette photo usée par le temps qui trône sur la cheminée de la maison. Cette photo qui m'a toujours fasciné. Mais malgré le fait que mes parents n'aient jamais voulu m'en parler, elle reste un mystère héréditaire.
Comme dans cette musique ancestrale, moi aussi, j'ai improvisé. Mes pas battent la mesure sur le pavé, et la ville semble se mettre au diapason. Même la musique irlandaise qui s'échappe de ce peuple devant lequel je passe semble être improvisée. Et ces gitans, juste en face, pourraient tout aussi bien jouer du jazz manouche sous le regard étonné de cette indienne bousculée par un homme en costume blanc. Ouais, et depuis que je suis sorti du magasin de disques, ma ville swing. Je ne résiste pas à l'envie de sortir le rond de vinyle noir et brillant que renferme le carton carré. Un flyer s'échappe de l'antre qui renferme les précieux sillons. C'est une publicité pour le groupe. Une réclame pour qu'on les acclame. Une série de dates dans la région. En bas de la liste, un ultime concert, aujourd'hui, dans un club non loin d'ici. Je suis figé sur le trottoir. Si je reste là, je resterai dans le trop tard. Et si j'y allais? Me voilà devant une enseigne de néon fatigué qui clignote de manière aléatoire dans un grésillement franchement triste. Je me faufile à l'intérieur. Après un dédale de couloirs sales, je trouve la cave voûtée où se produisent les jazzmen. Le groupe est en train de ranger ses instruments. Je m'adresse à celui qui, sous un chapeau sans âge, range ses baguettes et ses balais. Il sourit en voyant la pochette de mon disque. Ah, c'est donc toi qui l'as acheté? On se demandait qui c'était. Les yeux brillants, je lui demande où est mon grand-père, Papy Joe, qui joue du sax sur la pochette. Mais le batteur s'en bat. Sans en faire des caisses, il me répond que le vieux est resté à la maison. Le vieux, c'est ainsi qu'on l'appelle. Eh oui, il est trop vieux pour nous suivre partout, tu comprends mon petit? Il sera sûrement là au prochain concert. Et puis, il s'en va avec son instrument. Machinalement, je les suis jusque dans les loges. Et si je les suivais? Dans ma tête, les idées se bousculent et improvisent. On n'est pas sérieux quand on a 12 ans. On n'est pas bien grand non plus. Et on entre aisément dans un étui à contrebasse une fois débarrassé de son contenu.
Me voilà enfermé dans un étui qui sent le bois et le cigare. Avec la peur au ventre, je dois peser à peu près le poids d'une contrebasse puisqu'on transporte l'étui avec moi dedans. Je bouge, je flotte, je me cogne contre les parois de ce qui pourrait être mon cercueil et on me pose pour un long, très long voyage. Plus tard, bien plus tard, j'entends qu'on s'affaire autour de l'étui, et puis le bruit des fermetures qui s'ouvrent. D'abord, aveuglé par la lumière, je ne vois pas la colère dans les yeux du contrebassiste, qui comprend très vite que le petit clandestin que je suis a volé la place de son instrument, et qu'il aura beau me chatouiller le ventre ou jouer de mes cordes sensibles, il n'arrivera jamais à faire sortir le son grave et plaintif de sa contrebasse. Il se met à gueuler « Mais où est ma grand-mère ? Où est ma grand-mère ?» Je comprendrai plus tard que c'est le nom que l'on donne à cet instrument. Toutes les autres têtes de la bande apparaissent alors au-dessus de l'étui, avec moi tout rouge dedans. Entre incrédulité et amusement, il me dévisage. Mais c'est le contrebassiste qui, furieux, semble vouloir me défigurer. Il me sort de l'étui avec rage. Je comprends alors que je suis au milieu de l'océan, dans un navire où le groupe doit se produire pour rentabiliser son retour à New York. Je me sens petit, tout petit, comme une goutte d'eau au milieu de l'océan. Et c'est bien ce qui pourrait m'arriver. Ouais, l'homme privé de son instrument me saisit par le col et semble bien décidé à vouloir me jeter par-dessus bord. Me voilà sur le pont, près de la proue, par le maître immonde, tenu au-dessus de l'océan titanesque, les pieds ballants dans le vide. Ah, Louis va finir à l'eau. Ce sont les doigts musclés du trompettiste qui l'empêchent d'en finir. Lui conseillant même de me garder pour que je puisse lui rembourser sa contrebasse en travaillant. À croire qu'il a touché sa corde sensible, puisque dans mon intérêt, il accepte l'offre de remboursement. Le clin d'œil du trompettiste me rassure à peine. Et pourtant, c'est sous son aile que je suis désormais. Car Bill, le trompettiste aux joues fatiguées de se déformer, va m'apprendre à jouer. Bill me dit de ne pas m'en faire. Louis, comme Armstrong, je vais te faire décrocher la lune. Alors, contre vents et marées, sur le pont, face à l'horizon, dans la cabine, quand la tempête pleure, la trompette rit. Durant toute la traversée, au creux de la vague, comme en haut de la crête, j'ai appris à jouer, à bâbord comme à tribord, aux quatre vents. J'ai appris. J'ai appris. Entre les crampes aux doigts et les douleurs aux joues, j'ai absorbé, assimilé, ingurgité à en avoir ras le cornet. J'ai écouté Bill me répéter « Le swing, petit, le swing !» Et quand j'ai posé le pied à New York, je savais. Mais à peine ai-je eu le temps de voir New York, USA, que le contrebassiste, dépourvu de sa grand-mère, m'enferme dans son club de jazz pour que je joue chaque soir. Chaque soir,
dans ce club sombre, devant un auditoire qui bougeait à peine la tête en nous écoutant, mais qui venait voir le jeune prodige qui faisait jaser tout New York. Et chaque soir, après que les musiciens aient récupéré leur paix, je n'en avais guère. Et je finissais ma nuit dans la chambre en écoutant la musique douce et familière qui émanait du club d'à côté et qui me berçait. Chaque soir, ouais, chaque soir, pendant des années, chaque soir jusqu'à ce soir, où mon Thénardier estima enfin que la tête était payée et avec intérêt. Me voilà libre. Je franchis la porte de ce club dans le sens de la sortie pour la première fois. Je respire l'air frais de New York. Mais dans cette ville aux tours immenses, pour mon premier jour de liberté, je ne peux m'empêcher d'entrer dans ce club voisin, attiré comme un aimant par la musique qui s'en dégage. J'arrive dans cette boîte de jazz, un peu partie, un peu naze. Et à l'intérieur, je découvre un décor exactement semblable à celui de ma pochette de disque achetée il y a plusieurs années maintenant. Et à sa place, derrière son sax, Papy Joe. Je sors ma trompette et sans retenir mon souffle plus longtemps, je le rejoins et l'accompagne. À la fin du set, tous les deux, nous nous retrouvons, nous nous serrons dans les bras et savourons nos retrouvailles. Il me murmure « Imagine, imagine petit, si tu n'avais pas choisi ce disque. » Et si les numéros soigneusement barrés par mon père sur le billet de l'auto sortaient aujourd'hui justement?
Je repose les pochettes de disques comme on referme la dernière page d'un livre et je quitte le magasin, laissant derrière moi un mélange de musique et de regrets mêlés. Après avoir validé le loto familial, je remonte les rues de ma ville, où chaque recoin semble cacher un destin qui me paraît familier. Des odeurs et des couleurs qui me donnent l'impression d'un déjà vu, déjà senti. Comme cette odeur de bière renversée qui s'échappe de ce pub irlandais où j'aperçois le regard triste et dur d'un enfant aux cheveux roux. Comme cette impasse où la police a délimité une scène de crime et glisse une enveloppe à conviction dans un sachet en plastique transparent. Comme ce pont surplombant le canal, au bord duquel trois petits skins tuent le temps et sur lequel une indienne éplorée donne la main à un garçon. Plus loin, je croise quelques jazzmen qui dissertent sur le fait de savoir si jouer sur un bateau, c'est cool. Avant d'arriver chez moi, je croise une horde d'habitants énervés qui s'en vont chasser quelques bohémiens loin d'ici. Les numéros ne sont finalement pas sortis. Mais mon père, pour me féliciter d'avoir rempli ma mission, a décidé de m'offrir un cadeau. Un cadeau carré, de 32 cm de haut comme de large, renfermant un rond noir brillant et strié. Un disque. Le disque. Exactement celui que moi, j'aurais choisi. Les yeux emplis de fierté, mon père me raconte. « Oh, j'ai hésité longtemps dans le magasin. J'ai failli prendre un disque de musique tzigane, ou un disque de musique cubaine, ou encore un disque de jazz. Mais finalement, si j'ai choisi ce disque-là, c'est que j'en suis convaincu, il va changer ta vie. »
Et si... Et si on découvrait l'histoire de ce disque offert par le papa de Louis? Eh bien, ce disque, ce sera The Belfasters, Irish Hop. Désormais, plus rien de grave ne peut m'arriver, et surtout pas une crise aiguë de quoi que ce soit. J'ai la chance en carton entre les mains, et je commence ma balade irlandaise. La chaleur qui se dégage de mon nouveau disque paraît rejaillir sur la ville entière. Là-bas, un homme en costume blanc semble pris d'une envie folle de faire un jogging. De l'autre côté de la rue, quelques gitans laissent rebondir leurs notes sur le pavé et moi, j'avance, le cœur battant, sur l'artère principale de ma ville avec de la veine en pochette. À l'approche du pub irlandais, j'entends comme un bruit sourd, fait de pas lourds et d'éclats de voix. À peine ai-je le temps de me retourner que je suis soulevé de terre. Des bras d'hommes costauds, un peu trop faits, me portent comme un trophée. Des rugbymen irlandais. Des rugbymen irlandais qui ont déjà commencé à fêter la victoire ou à pleurer la défaite du match à venir et chantent et dansent dans une allégresse communicative. Ils ont vu mon disque et leur sang chargé d'alcool n'a fait qu'un tour. Je vole de bras en bras entre les éructations irlandaises de chants auxquels je ne comprends rien, mais qui semblent chargés d'émotions. Comme en apesanteur, mais sans aucune gravité, je suis transporté dans le pub irlandais où règne une chaleur moite et joyeuse. Les verres jouent aux auto-tamponneuses, la bière mousse, et moi, petit bonhomme, je suis perdu entre les grandes personnes. Les éclats de voix se mêlent aux notes de musique. Ça sent la sueur et la bonne humeur. Me voilà de retour à terre, où le sol est collant. Égaré entre les jambes énormes des rugbymen, au milieu de la mêlée, mon regard finit par en croiser un autre à ma hauteur. Un autre gamin se trouve dans cette ambiance enfumée et embuée. Je m'approche du jeune rouquin au regard délavé, le visage frappé de taches de rousseur et de tristesse. Il semble comme anachronique dans cette fête, comme déconnecté du monde qui l'entoure. Il s'appelle Patrick. Il m'appelle Lewis. Patrick vient de Belfast, en Irlande du Nord. Il me raconte les bombes, la peur, les affrontements, les pavés, la guerre, les attentats. Dans ses yeux, je vois les cendres de son pays. Mais en cherchant bien, on y trouve aussi des montagnes,
des moutons qui paissent, de la couleur de vivre. Pendant des heures, Patrick et moi refaisons le monde à notre manière. Et le monde de Patrick et Lewis est un monde de paix, de bubblegum, de 45 et minto, de caramel à 1 franc, de ballon rond ou ovale et de musique. Quand la fête s'éteint tout doucement, nous nous promettons de rester en contact et de nous retrouver un jour. Et si nous restions vraiment en contact, un serment écrit, bien loin des habituelles promesses en l'air. Patrick s'en va. Il me faut lui donner mon adresse. Je l'écris sur la pochette porte-bonheur et la lui tends comme une promesse de se revoir. Quelques jours plus tard, pour la première fois de ma vie, je reçois une lettre à mon nom. Au dos, Patrick O'Brien, 601 Fallsdown, BT1 Belfast. Dear Lewis, I hope that your daddy... Ok, je vais le faire en français. Cher Lewis, j'espère que ton père n'a pas été trop sévère avec toi quand tu es rentré sans rien et sans argent. En tout cas, ça valait le coup. De semaine en semaine, d'année en année, nous attendions la réponse de l'autre avec impatience. Cher Patrick, je suis allé voir un super film au cinéma. Un truc où ça voyage dans le temps. Cher Lewis, cela fait 2 ans maintenant que nous nous écrivons, que de papier. Peut-être qu'un jour ils inventeront un autre moyen de communiquer. Tu vas me dire de quoi je me mêle. Patrick, j'ai vu les infos de chez toi. Est-ce que ça va? Je m'inquiète un peu pour toi là. Lewis, mon ami, merci pour ta carte d'anniversaire. Pas toujours simple d'avoir 15 ans à Belfast, mais bon, on s'amuse comme on peut. Tu sais, j'ai toujours ta pochette de disque bien en vue. Pat, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Tu sembles bien occupé avec tes nouveaux amis. Fais attention à toi. Je tentais, tant bien que mal, d'apporter un peu de légèreté à Patrick, mais au fil des années, sa plume était devenue de plomb. La haine qui l'entoure avait fini par pénétrer son cœur, et le monde de paix que nous avions imaginé était bien loin maintenant. Il devenait de plus en plus véhément, de plus en plus revendicatif, de plus en plus agressif, et laissait sous-entendre que lui aussi allait devoir passer à l'action, qu'il ne pouvait plus rester sans rien faire. J'ai 18 ans et j'embarque pour l'Irlande. Je suis décidé à retrouver Patrick et à récupérer ma pochette de disques que je n'ai même jamais occupée. Écoutez, occupée non plus. L'Irlande ressemble au mot de Patrick.
premiers mots. Les couleurs, les ruelles, les pavés, les pubs. Mais je découvre aussi une ville tiraillée. Une ville cabossée, marquée de toutes parts par une ville barbelée. Une ville aux murs lacérés de graffitis, aux pavés parfois maculés de sang, aux ruelles qui résonnent encore et encore des affrontements. Perdu dans Belfast, je cherche mon ami. Quand, sur une passerelle surplombant le fleuve Lagan, je l'aperçois. Cette tignasse rousse, cette allure, c'est lui, je l'appelle. Il lève les yeux vers moi. Je distingue alors devant lui un système de mise à feu. Patrick est sur le point de faire sauter la passerelle sur laquelle je passe et le L. Le temps est suspendu. Nos regards sont noués l'un à l'autre. Et nos estomacs aussi. Tout Belfast semble figé dans ces secondes éternelles. Son regard descend vers sa main qui agrippe le détonateur. Patrick prend alors conscience de ce qu'il allait faire. Je le rejoins en contrebas. Il lâche son arme et fond en larmes. Semblable à celui de notre rencontre, nous avons désamorcé la bombe et finissons nos retrouvailles. C'est son pub, son QG, son abri. Là, il décroche du mur une pochette frappée d'un trèfle, un peu jaunie par le temps, et il me l'attend. Imagine if you have not chosen this disc.